La première table ronde a pour ambition de poser les fondements de notre problématique à travers deux interventions qui s'inscrivent effectivement dans la longue durée, une sur Rome et l'autre sur la Révolution, période de la Révolution française. Rome parce qu'on associe immédiatement, si on évoque le génie dans l'histoire et dans l'Antiquité, Rome vient immédiatement à l'esprit. Il suffit d'ailleurs de regarder la colonne Trajane pour voir que lors de la campagne de Trajan contre Médas, l'importance du génie, pratiquement toutes les images représentent des actes qui relèveraient aujourd'hui de cet art, même si l'arme du génie n'existe probablement pas en tant que telle, c'est ce que à l'époque romaine, c'est ce que nous évoquerons tout à l'heure. Donc, Rome qui ramasse tout l'héritage hellénistique, instaure une présence de la fonction du génie qui est constante, puisque c'est la seule armée dans l'histoire qui, lorsqu'elle se déplace, construisait un camp chaque soir et le détruisait le lendemain. Donc, s'il fallait trouver une civilisation dans l'histoire qui pouvait inaugurer ce colloque, c'est évidemment Rome qui s'est imposée. Et la Révolution parce que c'est à cette époque que le génie va acquérir son autonomie, en quelque sorte, en tant qu'arme, ce qui n'était pas le cas avant. Et que dans les débats sous l'Ancien Régime, entre la volonté de rétablir le mouvement, d'acquérir une capacité de mobilité et d'offensive, et le souci de conduire des sièges trop méthodiquement conçus et théorisés, eh bien, la Révolution constitue un véritable moment, puisque c'est à partir de la Révolution qu'on va réconcilier l'usage des fortifications avec une stratégie d'offensive. Et ce sera le rôle du professeur Hervé Brévillon. Avant cela, Xavier Laprey, que Christophe Lafaille a présenté, vous êtes agrégé et docteur en histoire. Vous avez un livre en chantier sur la bataille de Cannes, qui doit paraître aux éditions Talendier. Et vous avez évoqué donc justement la question du génie et de l'arme du génie dans l'armée romaine, savoir qui s'en occupe. Bien sûr, le moindre légionnaire avait en quelque sorte une formation sur le génie, puisqu'il savait découper des briques de terre pour en faire des talus. Et donc, jusqu'au moindre légionnaire, il y avait des compétences dans ce domaine. Maintenant, est-ce que cela correspondrait à une arme véritablement savante, à une formation, etc. Xavier Laprey va tenter de répondre à cela. Je dis tenter parce qu'il y a de très nombreuses zones d'ombre dans l'historiographie et la documentation à cette époque, et il va tenter de donner un panorama général de toutes ces questions. Vous avez la parole. Merci. Je remercie tout d'abord Thierry Wiedemann de m'avoir invité à parler aujourd'hui devant vous. C'est effectivement une image largement répandue que celle du soldat romain bâtisseur. Corbulon, un général romain du temps de Néron, affirmait que c'est par la pioche qu'il faut vaincre l'ennemi. Pourtant, cette image, comme toute image, elle mérite d'être interrogée. D'autant que, si on se penche sur le vocabulaire militaire latin, je n'ai trouvé aucun mot générique pour désigner ce qu'on entend par génie militaire, compris comme l'art de la construction d'ouvrages militaires et des techniques d'aménagement du terrain. Au mieux trouve-t-on la notion de labor, le labeur du soldat, qui désigne les efforts et les peines du légionnaire, mais le mot sert autant pour désigner les travaux de terrassement auxquels le légionnaire peut se livrer, qu'aux efforts physiques que requièrent par exemple les marches durant les campagnes. C'est pourquoi je vais chercher à déterminer ici, dans un premier temps, quel type de réalisation militaire nous permet de supposer l'existence du génie militaire dans l'armée romaine. Une fois examiné quelques exemples de réalisation romaine en la matière, j'essaierai dans un second temps de préciser quelle catégorie de soldats en étaient chargés, afin de mesurer non seulement leur degré de spécialisation,
mais aussi de savoir si on est en présence d'une arme savante. Juste avant de commencer, une précision, un rappel, la civilisation romaine s'étend sur une dizaine de siècles. Pour simplifier, lorsque je ferai allusion à la République, il s'agira des 5 derniers siècles avant notre ère, et lorsque je parlerai d'Empire, il s'agira des 5 premiers siècles de notre ère, après Jésus-Christ. Or, du point de vue militaire, les deux périodes sont très différentes, puisque sous la République, il s'agit d'armées de conscription, alors que sous l'Empire, il s'agit d'armées permanentes, de professionnels, composées d'ailleurs de 2 grandes catégories de troupes, avec les légionnaires, d'une part, qui sont des citoyens romains, et d'autre part, les corps auxiliaires, qui sont des pérégrins. Alors, premier volet dans cet exposé, quelles réalisations militaires romaines nous permettent de parler du génie, puisqu'aucun terme générique latin n'existe. On peut, pour répondre à cette question, prendre pour exemple, d'une part, la poliorcétique, l'art du siège, et d'autre part, la castramétation, l'art de la construction du camp. Alors, dans l'art du siège romain, la poliorcétique, on connaît quelques exemples célèbres, comme la rampe d'assaut de Masada, qu'on a retrouvée en Israël, ou bien les lignes de circonvallation ou contrevallation à Alésia. Mais on connaît peut-être moins les galeries creusées à l'occasion du siège d'Uxellodunum durant la guerre des Gaules. Cet exemple permet d'avoir un aperçu sur les techniques de sape et de contre-sape des Romains. Et les résultats complets des fouilles de ce siège ont été publiés récemment, en 2013. Un bref rappel d'abord sur l'événement, tel qu'il nous est raconté dans la guerre des Gaules. On se situe en 51 avant Jésus-Christ, un an après Alésia donc, et il s'agit de réduire une armée gauloise réfugiée dans un oppidum qui s'appelle Uxellodunum, actuellement situé dans le Lot, le département du Lot, près de la commune du Puy-Dissolu. Il s'agit d'un vaste plateau entouré de falaises à pic, comme le montre, j'espère, ce plan qui date du XIXe siècle. Et Caninius, un légat de César, fait ce que César a fait l'année précédente à Alésia, c'est-à-dire que donc, l'armée gauloise s'est réfugiée sur ce plateau, ici, oui, voilà, ici, qui est entouré de falaises à pic, et il entoure le site de 3 camps. On aperçoit, je ne sais pas si les 3 camps ont été retrouvés, mais en tout cas on en aperçoit un en haut à droite. D'autre part, il relie ces camps par une ligne de fortification. Et enfin, il détruit l'armée extérieure qui était venue l'attaquer sur les arrières romains. César arrive sur les lieux et il se rend compte aussitôt que l'assaut de vive force va être difficile parce que les falaises, justement, sont à pic. D'autre part, il apprend que les assiégés sont munis d'abondantes provisions. Aussi va-t-il décider, pour aller plus vite, de priver ces assiégés d'eau, parce que ces assiégés sont contraints de s'approvisionner dans une source qui se situe en contrebas de la falaise, dans un lieu-dit qu'on appelle la fontaine de Loulier. Pour interdire l'accès à cette source, César va tout d'abord faire construire un terrassement, parce qu'en bas de la falaise, vous avez des pentes assez accentuées. Sur ce terrassement, il va faire construire une tour destinée à supporter des archers, des frondeurs et des machines de jet, destinées donc à interdire l'accès des assiégés à cette source. Surtout, il va faire creuser des galeries souterraines destinées à détourner l'eau de la source. Et l'opération va réussir, les assiégés vont être obligés de se rendre, et César d'ailleurs va leur faire couper les mains pour décourager les tentatives d'opposition, de résistance ultérieure. Alors, il se trouve qu'on a retrouvé les traces de cet épisode militaire, et pour une fois, les textes coïncident avec l'archéologie. Le terrain a été fouillé d'abord par Napoléon III, au XIXe siècle, puis à la fin des années 90 et au début des années 2000, par une équipe dirigée par Jean-Pierre Giraud. Alors, qu'est-ce que révèle ce site ? Tout d'abord, il révèle des structures de bois incendiées, qui correspondent sûrement à la tour dont je viens de parler. Surtout, l'air fouillé est jonché d'une multitude d'armes de jet,
dont certains sont fichés dans le sol. On aperçoit là un relevé de ces armes de jet au niveau de la bataille, et vous voyez, il y a des fers de trait, des pointes de flèches, alors les clous de sandales, il y en a partout dans ce genre de site, mais également des galets. Tout ça sur une superficie qui s'étend sur quelques centaines de mètres carrés. Enfin et surtout, on a pu découvrir plusieurs réseaux de galeries souterraines creusées dans le travertin. Il y a en fait deux réseaux de galeries, un réseau montant et un réseau descendant, qu'on a pu déterminer grâce aux impacts d'outils qui permettent de préciser le sens de la progression. Alors, s'agissant du réseau montant, celui des Romains, donc qui devait monter la pente, dont on voit ici quelques photographies de galeries. Les galeries font environ 1,50 m de haut et 1 à 2 mètres de largeur. Elles mesurent 50 mètres de long sur une dénivellation de 10 mètres à peu près, un dénivelé de 10 mètres. Quand elles traversent le travertin, elles ne sont pas étayées, mais dès qu'elles rencontrent un terrain meuble, là on découvre des traces d'étai. S'agissant du réseau descendant, qui est plus court, il fait à peu près 25 mètres. Donc voici des photographies. On aperçoit, malheureusement on ne le voit pas sur les photographies, on aperçoit des niches dans les galeries, des trous, sans doute pour fixer l'éclairage, et également des rigoles, sûrement pour l'écoulement des eaux. Il s'agit donc à l'évidence d'une contre-sape opérée par les Gaulois, mais les Romains, à un moment donné, ont abandonné la première galerie qu'ils avaient creusée, soit parce qu'ils ont rencontré les Gaulois, mais on n'a pas découvert de restes de cadavres, comme par exemple plus tard à Jura Europos, soit parce qu'ils ont cherché une autre voie d'accès, plus facile, vers la source. On voit donc que ces techniques de sable n'étaient pas le fait seulement des Romains, mais aussi des Gaulois. Et en fait, elles se trouvent d'ailleurs dans tous les manuels de polyurcétique grecque qui remontent au moins au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ces sapes, elles sont vraisemblablement le fait de soldats sapeurs, à tout le moins un peu spécialisés. Alors Végès nomme ces sapeurs les cuniculari, mais Végès c'est un auteur très tardif, et César ne parle pas de cette catégorie de troupes. Dernière chose sur ce siège, on n'a pas retrouvé de reste suffisant de la tour en bois, d'où des incertitudes sur le positionnement de cette tour. Napoléon III l'avait située assez haut sur la pente, mais les archéologues récents, en s'aidant de la position des armes de jet retrouvées fichées dans le sol, je vous montre une ou deux planches de ces armes de jet. Là, il s'agit de traits de catapultes, et une deuxième planche où on aperçoit quelques outils qui ont sûrement servi au creusement des galeries. Eh bien, ces archéologues, en 2008, ils ont procédé à des tirs expérimentaux qui leur ont permis de situer la tour beaucoup plus bas sur la pente, afin vraisemblablement que les tireurs romains soient à l'abri du tir des assiégés qui les surplombaient en haut des falaises. Donc voilà, par Jean-Pierre Giraud, les reconstitutions. Vous voyez, voilà. Ici c'est la tour telle qu'elle avait été positionnée au XIXe siècle, et ici, d'après les tirs expérimentaux, ce serait le site de la tour tel que les archéologues récents viennent de le déterminer, même s'il s'agit d'une hypothèse. Voilà donc un premier exemple qui nous montre des opérations qu'on peut ranger sous le vocable de génie militaire, avec l'édification d'ouvrages, mais aussi le creusement de sapes et de contre-sapes. Deuxième exemple, la castramétation, c'est-à-dire la technique du camp militaire romain. Les origines de cette technique sont débattues. Actuellement, on penche pour une origine grecque, avec notamment la tradition de l'urbanisme géométrique hellénistique. Quoi qu'il en soit, il y avait différents types de camps militaires. Il y avait les castra aestiva, c'est-à-dire les camps d'été, les camps de marche, qui n'ont laissé quasiment aucune trace matérielle. Et surtout, il y avait les castra hiberna, les camps d'hiver, les camps permanents ou semi-permanents, qui, quant à eux, ont été fouillés en grand nombre et qui datent plutôt de l'Empire. Ces camps ne sont pas seulement connus par les fouilles, mais aussi par une littérature technique, dont deux textes importants.
L'un est de Polybe, un historien grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, pour la République. L'autre date de l'Empire, même si sa datation est incertaine. Il s'agit du manuel du pseudo-Hygin. Alors, s'agissant de Polybe, outre la description détaillée d'un camp de marche, dont on peut voir ici la restitution par les éditeurs, son texte vaut aussi pour ses remarques. Il admire, Polybe notamment, le caractère uniforme et standardisé de la méthode de camp militaire romain. Le problème, c'est que les traces de camps qu'on a retrouvées pour cette époque, notamment en Espagne, ne correspondent pas vraiment avec la description polybienne. Manifestement, le modèle proposé par Polybe connaissait de notables variations en fonction des particularités du terrain, mais aussi de la situation tactique ou stratégique. Et il en va de même pour l'Empire. L'ouvrage du pseudo-Hygin, qui est un manuel décrivant la construction d'un camp, dont on voit là aussi la restitution par l'éditeur français. Vous voyez une notable différence avec le camp de Polybe, mais c'est normal parce que l'armée n'est pas la même. Son organisation, l'articulation des unités a changé. Eh bien, le manuel du pseudo-Hygin propose un modèle qu'on ne retrouve quasiment jamais à l'identique dans les multiples camps qui ont été fouillés, notamment en Allemagne et en Angleterre. Comme on peut le voir sur les deux plans suivants, donc je vous laisse mémoriser rapidement la disposition du camp du pseudo-Hygin. Et vous voyez, là, il s'agit d'un camp retrouvé, fouillé en Angleterre. Et puis, là, il s'agit d'un camp de moindre dimension, fouillé en Germanie, dont on a proposé la reconstitution suivante. Non seulement la taille de ces camps fouillés varie énormément, de quelques hectares, 1,5 hectare, 2 hectares, jusqu'à près de 56 hectares, en fonction de la taille de l'unité abritée naturellement, mais la forme, parfois la composition interne de ces camps, varie fortement. De même que les matériaux ou la technique utilisée. Les modes de gazon assemblés en briques dont parlait Thierry Wittmann, en fait, on les retrouve, cette technique, on la retrouve plutôt en Bretagne, l'actuelle Angleterre. Alors que prédomine le bois et la terre dans les camps de Germanie, comme le montre la reconstitution de ces murs. Alors, les trois premiers situés sur le niveau supérieur, ça, ce sont des camps avec des briques de mode de gazon. Au contraire, les deux derniers, là, il s'agit plutôt de camps de Germanie, de murs issus de camps de Germanie, avec du bois et de la terre. S'agissant du système de défense de ces camps, on observe là aussi de fortes variations entre les textes, mais aussi entre les sites. Vous connaissez sans doute tous le triptyque fossa, aguerre, vallum. Fossa, c'est-à-dire le fossé, l'aguerre, le remblai, et vallum, la palissade. Le pseudo-Hygin déclare que l'élément le plus important de ce dispositif de défense, c'est le fossé, pas la palissade. Tandis que Végès, un auteur plus tardif, affirme le contraire. Pour lui, c'est le rempart, l'élément vital, et non le fossé. Il faut aussi avoir à l'esprit que pour les camps de marche, le système de défense avait parfois des dimensions très réduites, comme on peut le voir sur cette reconstitution issue d'un site archéologique allemand. S'agissant des fossés, par exemple, c'est la variété qui prédomine. Ils peuvent être en V, ce qu'on appelle les fossa fastigata, mais ils peuvent aussi avoir des parois verticales, ce qu'on appelle les fossa punica. Généralement, ces fossés sont à sec, mais à Alésia, César détourne le cours d'une rivière pour en inonder un. En Germanie, la norme est celle du fossé unique, parfois du double fossé. Alors qu'en Bretagne, les fossés sont multiples, triples, mais parfois plus, comme on le voit sur cette photographie aérienne. Enfin, certains systèmes de défense comportent des obstacles avancés, comme là aussi on peut le voir à Alésia, donc avec des stimuli, des lilias, des sipis, alors que d'autres camps, d'autres sites fouillés montrent aucun système, aucun obstacle avancé. Au total, on s'aperçoit que cet art de la castramétation dont Polybe vantait l'uniformité, et que les manuels comme celui du pseudo-Hygin laissaient croire, eh bien en fait ne se retrouve pas sur le terrain. C'est l'empirisme qui semble prédominer, c'est la variété qui semble l'emporter.
Ce qui pose la question de qui construisait ces camps. S'agissait-il d'un personnel spécialisé et de quel niveau de technicité? J'aborde donc le second volet de cet exposé et pour essayer de répondre à ces questions, je vais prendre l'exemple de deux spécialistes, d'une part les arpenteurs militaires et ensuite les architectes. Alors les arpenteurs militaires, l'édition allemande du manuel du pseudo-hygien, ne reprend pas le titre de l'édition française de Munitudinibus Castrorum sur la fortification des camps. Et effectivement, cette fortification des camps, elle n'est le sujet que de la troisième partie de l'ouvrage. L'éditeur allemand préfère des Metatione Castrorum, de la mesure des camps, ce qui correspond aux deux premières parties qui sont remplies de chiffres, de calculs, de mesures. C'est à l'évidence l'ouvrage d'un arpenteur militaire. Alors le nom de ces arpenteurs, ces géomètres antiques, pouvait varier. Le mot le plus courant, c'est Mansor, éventuellement agrimensor. Mais on trouve Metator ou Grammaticus, du nom de la groma, qui était l'un des instruments privilégiés de ces arpenteurs, dont on a retrouvé une figuration sur une stèle de Pompéi, assez célèbre. Et pour donner un peu d'animation à cet exposé, je vous montre une photographie de ces équipes d'amateurs qui essaient de reconstituer le vécu d'une légion. Là, ici, c'est une équipe d'amateurs français. On en trouve beaucoup en Angleterre et en Allemagne. Alors, ces arpenteurs utilisaient aussi d'autres instruments, notamment le korobat, une sorte de chevalet avec un niveau à eau, dont on voit ici une reconstitution par l'archéologue Jean-Pierre Adam. Et puis également, ils utilisaient des perches de 3 mètres qui pouvaient s'emmancher les unes dans les autres pour procéder à des alignements. Et puis ils utilisaient des jalons et des cordeaux. La question qui se pose à propos de ces arpenteurs militaires concerne leur degré de compétence technique. C'est qu'on dispose d'un grand nombre d'inscriptions qui y faisaient référence, mais sous l'incertitude de la nomenclature, puisqu'on a vu que plusieurs noms servaient à les désigner, on a du mal à apprécier leur statut social. Sous la République, il semble que ces compétences techniques étaient acquises dans l'armée, mais comme il s'agissait de services militaires, elles étaient ensuite réutilisées par des magistrats, par exemple, qui employaient ceux qu'ils avaient eus sous leurs ordres durant le service militaire, et ils les employaient, par exemple, pour la centuriation des terres. Sous l'Empire, il y a un véritable corps technique qui se développe, parallèlement à une littérature technique, des manuels d'arpentage. Il faut noter que dans l'armée de l'Empire, ces arpenteurs militaires sont présents dans tous les corps de troupes, mais à côté de certains qui sont des géomètres qualifiés, porteurs d'une haute technicité, on trouve de simples fourriers, un par cohorte, qui certes sont des experts dans la mesure, mais la mesure des provisions, la pesée des grains, donc ce qui requiert une qualification pas très élevée. Deuxième et dernier exemple, l'architectus, au pluriel, les architecti. Le terme renvoie dans une certaine mesure à la notion moderne d'architecte, mais en fait, il est plus large, sa signification est plus large, et il correspond plutôt à la catégorie moderne d'ingénieur, militaire ou civil. Deux exemples sont proverbiaux à cet égard. Le premier exemple, c'est Apollodore de Damas. Cet architecte a vécu sous le règne de Trajan, au début du IIe siècle de notre ère. Il est crédité de l'édification du Forum de Trajan à Rome, donc il reste encore des vestiges majestueux, mais il est aussi à l'origine de la construction d'un pont sur le Danube, pont qui a été construit pendant les guerres daciques et qui est représenté sur la colonne Trajane. On l'aperçoit avec une infrastructure en pierre et une superstructure en bois. Alors il s'agit d'un pont permanent, à l'inverse des ponts plus rapides que pouvaient poser les Romains, des ponts de bateaux qu'on aperçoit aussi sur la colonne Trajane ou sur la colonne aurélienne. Et enfin, Apollodore de Damas, il est aussi l'auteur d'un manuel de polyurcétique très renommé dans l'Antiquité. Deuxième exemple, qui date d'un siècle auparavant, avant Apollodore de Damas, c'est Vitruve.
Vitruve, qui dans son grand œuvre, et que le De Architectura, qui décrit les normes de construction des forums, des basiliques, des temples, eh bien dans son 10e livre, il consacre son 10e livre à la mécanique, et notamment aux machines de jet romaines. L'éditeur Michel Fleury, l'éditeur français du 10e livre de Vitruve, a essayé de reconstituer certaines de ces machines d'après la description qu'en fait Vitruve. Alors les compétences de ce type de personnage, comme Apollodore de Damas ou Vitruve, relèvent à la fois d'un savoir théorique, physique, astronomie, dessin, mathématiques, mais également d'un savoir pratique, puisqu'ils ont œuvré pour l'armée romaine. On peut noter que ces engins que nous décrivent les mécaniciens sont pour l'essentiel issus de la science grecque. Il n'y a pas de palier technique notable qui est franchi à l'époque romaine, si ce n'est le côté systématique et méthodique des Romains dans leur emploi, dont témoigne une littérature technique, ce qu'on appelle le corpus des mécaniciens. Toutefois, là encore, le vocable d'architectus est imprécis, puisque se profilent derrière ce mot des statuts et des réalités sociales variées. À côté de spécialistes renommés comme Apollodore de Damas ou Vitruve, eh bien, on trouve des statuts sociaux beaucoup plus modestes qui se situent à un niveau beaucoup plus bas dans la Légion. Par exemple, dans les légions romaines, beaucoup de soldats devenaient spécialistes, mais à un moindre niveau de technicité. Par exemple, chaque cohorte comportait des ballistari, c'est-à-dire des spécialistes des balistes, mais non pas de la conception des balistes, mais seulement de leur maniement. D'ailleurs, le génie ne requiert pas seulement des techniciens, mais aussi de la main-d'œuvre. John Lennon, l'historien américain qui a consacré un ouvrage à l'armée romaine au combat, a compté sur la colonne Trajane 15 scènes où l'on voit des légionnaires effectuer des travaux du génie, comme ici par exemple, et seulement 4 scènes où on les voit combattre. Il faut noter que pour les troupes auxiliaires, le rapport est inverse. Alors nous, il ne faut pas en déduire que les légionnaires ne combattaient pas, mais seulement c'était des soldats souvent qualifiés qui dès lors étaient employés aussi à d'autres tâches que leurs compétences appelaient. Pour terminer sur cette distinction entre spécialistes et non spécialistes, j'aimerais citer une phrase de Vitruve qui est écrite à la fin de son ouvrage. Il a décrit donc des machines de haute technicité pour l'époque, et il écrit « Pour les échelles, les grues, les autres appareils dont les systèmes sont les plus simples, je n'ai pas cru nécessaire de les décrire. C'est d'ailleurs à l'initiative des soldats qu'ils sont communément réalisés. » On voit donc que cette distinction spécialiste-non spécialiste, il faut plutôt la voir comme une gradation de compétences. Il me reste 1 minute pour conclure. Alors en définitive, même s'il n'y a pas de mot latin générique pour désigner le génie militaire dans son ensemble, on s'aperçoit d'abord que des opérations de génie militaire sont à la base de bien des opérations de l'armée romaine. On l'a vu pour les sièges ou les camps, mais on aurait pu le voir aussi pour les batailles rangées ou pour la flotte. Les réalisations du génie, elles sont exécutées par des individus au statut divers, au sommet des spécialistes hautement qualifiés et à la base des soldats, dont certains étaient dotés d'une certaine spécialisation technique. Mais ce qui est notable, c'est qu'ils ne paraissent jamais avoir été regroupés en unités ou en sous-unités spécifiques. Ils sont plutôt versés dans chacun des corps. Ce qui est apparu, enfin, c'est qu'on ne peut pas toujours faire la distinction entre du personnel spécifiquement militaire, mais parfois affecté à des tâches civiles, et des techniciens civils, parfois employés par l'armée. Peut-être est-ce parce que la distinction entre le civil et le militaire n'est pas toujours pertinente pour certaines périodes de l'histoire romaine. Je vous remercie de votre attention.